sommaire de cette édition, 18 instituts et universités privées reçoivent leurs arrêtés d'homologation de leur diplôme des mains de Adama Diawara, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nouvelle opération d'identification de la population lancée par le ministère du Plan et du Développement, accompagnée de celui en charge de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Merci pour votre fidélité renouvelée au journal de Business 24 Africa que nous ouvrons en parlant d'enseignement supérieur. C'est la joie dans 18 instituts et universités privées du Côte d'Ivoire car à juste titre, ils bénéficient des mains de leur ministre de tutelle des arrêtés d'homologation de leur diplôme. À cette cérémonie qui s'est déroulée à la salle de conférence de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le ministre Adama Diawara a profité pour annoncer la réforme du BTS et l'évaluation prochaine des universités et grandes écoles privées du pays. Le compte rendu de Issa Badini et Richard Akeke. Ils étaient tous là, les 18 fondateurs ou représentants des établissements d'enseignement supérieur bénéficiaires des arrêtés d'homologation des diplômes. Ces 18 arrêtés représentent 102 diplômes qui reçoivent ainsi l'aval des autorités de l'enseignement supérieur. En remettant de façon publique ces arrêtés à ces différents établissements, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a voulu faire d'une pierre deux coups. Célébrer et récompenser les efforts des établissements bénéficiaires, mais aussi et surtout donner des indications claires aux nouveaux bacheliers et à leurs parents. Les résultats du bac 2021 ont été proclamés il n'y a pas longtemps. La plateforme du ministère pour la préinscription des nouveaux bacheliers vient d'être ouverte. Alors, c'est le lieu de rappeler aux bacheliers, les nouveaux bacheliers s'entendent, et à leurs parents que leurs enfants ne pourront aller s'inscrire que dans les établissements qui sont autorisés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Pour y arriver, les 18 universités et grandes écoles privées ont dû montrer patte blanche, 7 pour être plus précis. En effet, la commission de reconnaissance et d'équivalence des diplômes nationaux et étrangers post-bac a investigué sur 7 points dont figurent en bonne place les ressources humaines et matérielles et l'employabilité des diplômés. À l'arrivée, ce sont des patrons d'établissements fiers qui promettent de maintenir les caps. C'est une impression de joie, de satisfaction pour le travail qui a été abattu. Il a fallu d'abord basculer dans le système LMD, licence, master, doctorat, et puis aujourd'hui avoir l'homologation des mains de monsieur le ministre. Je crois que c'est une grande satisfaction. La suite, c'est la continuation et l'évolution. La continuation, ça dit qu'il faut garder les éléments qui nous ont permis de bénéficier de cette reconnaissance nationale. Je veux parler de nos installations, de nos infrastructures, mais également de la qualité de nos enseignants et de nos enseignements. Puis ensuite, aller de l'avant, ça dit qu'en dehors du label national, il faut viser le label international à travers le CAMES. Saisissant l'occasion, le ministre Adama Diawara a annoncé aux fondateurs d'universités et grandes écoles l'évaluation prochaine de leurs établissements et la réforme du BTS. Pas d'inquiétude cependant pour les orientations, car l'offre en termes d'établissement est conséquente, souligne le ministre Diawara. Je signale qu'aujourd'hui, nous avons environ 517 grandes écoles privées et 152 universités privées. Or, aujourd'hui, on n'a parlé que de 18 établissements. Ça veut dire que le gros lot reste derrière. Non, la capacité d'accueil des structures privées, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. L'enseignement supérieur privé, déclare le ministre Diawara, a reçu en 2019 45% des nouveaux bacheliers. Il est en passe, soutient-il, de dépasser ce pourcentage. Il faut noter qu'à cette cérémonie de récompense des bons élèves, 4 établissements n'ont pu être parce que leurs dossiers ont tout bonnement été recalés. 100 étudiants en médecine vont séjourner en Côte d'Ivoire du 24 au 28 août 2021. À l'initiative, la Fédération internationale des étudiants en médecine qui organise à cet effet un atelier de formation sur les catastrophes naturelles et les pathologies émergentes. L'information a été rendue publique ce vendredi 20 août à l'occasion d'une conférence de presse dite par l'Association des étudiants en médecine de Côte d'Ivoire. Le compte-rendu est signé Issa Badini et Marius Siri. Il est commenté par Pierre Tebe. Du 24 au 28 août 2021 à Abidjan, la Fédération internationale des étudiants en médecine va tenir un atelier de formation dont le thème est « Leadership en santé mondiale, rôle et défis des futurs professionnels de la santé face à la santé mondiale, cas de la Covid, gestion des désastres
et catastrophes naturelles et autres pathologies émergentes. C'est l'information principale de la rencontre de ce jour entre l'association des étudiants en médecine de Côte d'Ivoire et les hommes de médias. Conférencier du jour, Jean-Wet Yaswa, président de cette organisation qui revient sur les objectifs de la formation de cet atelier. Déjà, les objectifs de cette formation, c'est déjà réunir les étudiants en sciences de santé du monde entier dans le but d'échanger, collaborer pour pouvoir proposer des politiques de santé dans le but de renforcer les capacités et acquérir de nouvelles ressources nécessaires en vue de pouvoir produire des soins de santé de qualité à nos différentes populations. Parce qu'on n'est pas médecin seulement pour chez soi. Ce sont des étudiants qui viendront de 15 pays d'Afrique et d'ailleurs qui vont se croiser au cours des 4 jours d'activité. Pour le conférencier du jour, la Côte d'Ivoire s'en tirera à bon compte. Il faut dire que déjà, c'est pour la toute première fois que des étudiants en médecine auront à faire du networking, à collaborer, à échanger avec le pairs. Toujours selon lui, plusieurs sous-thèmes vont meubler les activités de la Fédération internationale des étudiants en médecine. Parmi ces sous-thèmes, la gestion des risques de catastrophes pour la santé, droits de l'homme et paix, professionnalisme et éthique naturelle. Cette conférence de presse a également servi de cadre pour faire des plaidoyers. J'aimerais vraiment insister et conclure sur ces propos-là. Que nos autorités nous fassent confiance, qu'ils nous donnent les moyens de prouver à la face du monde entier que nous, la jeunesse ivoirienne, nous regorgeons de capacités, nous regorgeons d'aptitudes. Née en 1951, la première assemblée de la Fédération internationale des étudiants en médecine s'est tenue en 1952 à Londres. Elle compte 1 600 000 adhérents de 136 organisations membres venant de 126 pays. La Côte d'Ivoire, pays hôte des activités de 2021, a fait son adhésion en 2019. L'État de Côte d'Ivoire relance le processus de recensement des populations interrompu en février 2020 pour cause de Covid-19. C'est ce qui ressort de la conférence de presse co-animée par le ministère en charge du plan et du développement et celui de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. L'objectif de cette opération statistique de dénombrement est d'améliorer la planification et mesurer les progrès de la Côte d'Ivoire. Pierre Tebeu. Combien sommes-nous en Côte d'Ivoire? C'est la principale question qui trouvera réponse à cette opération de recensement de la population initiée par l'État de Côte d'Ivoire et annoncée ce jour par la ministre du Plan et du Développement. Cette conférence de presse se tient à la faveur du lancement du processus de recrutement du personnel de terrain, des agents recenseurs, des aides formateurs et autres superviseurs. Cette opération revêt une grande importance pour l'État de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une opération de dénombrement de la population qui vise à obtenir des informations actualisées et fiables sur la taille de la population, sa structure, sa répartition spatiale, ses caractéristiques socio-démographiques et économiques. Ces informations, comme vous le savez, sont fort utiles pour la planification et le pilotage des politiques publiques. L'opération du 5e recensement de la population initiée par la Côte d'Ivoire a été dans sa première phase interrompue du fait de la pandémie de la maladie à coronavirus. Le processus de recrutement et de formation des agents recenseurs a été lancé une première fois en février 2020. Il a été interrompu par l'avènement de la pandémie à coronavirus, entraînant ainsi le report du dénombrement en 2021. Avec l'amélioration des conditions sanitaires, surtout grâce à une meilleure gestion des risques de contamination, le gouvernement ivoirien a décidé de réaliser le dénombrement en novembre 2021. S'agissant de tous ceux retenus dans la première opération, il leur est demandé de se réinscrire pour une prise en compte de leur dossier. L'opération va mobiliser 40 000 jeunes dont l'âge varie entre 15 et 45 ans, ce qui explique la présence
du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. Je voudrais me réjouir avec toute mon équipe d'être à vos côtés ce matin dans le cadre donc, du lancement du processus de recensement général donc, des populations, notamment sa phase de recrutement donc, d'agents recenseurs. L'année dernière, nous avions travaillé ensemble au lancement donc, de ce processus, mais comme vous l'avez indiqué, à cause donc, de la Covid-19, ce processus a dû donc s'estomper et donc je me réjouis que nous ayons une opportunité aujourd'hui pour relancer ce processus. Les grandes étapes avant le recensement proprement dit débutent par le recrutement du personnel du terrain du 10 au 21 septembre 2021, la formation des aides de formateurs du 13 au 24 septembre, la formation des agents recenseurs du 11 au 26 octobre et la collecte des informations du 1er au 21 novembre 2021. La salle de spectacle de la résidence universitaire Cité Rouge dans la commune de Cocody a servi de cadre pour la projection d'un film intitulé Le Dernier Sorcier. L'initiative est de Charles Kouakou, producteur du film, en collaboration avec la FESI, entendez la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Ce film sensibilise la jeunesse ivoirienne à œuvrer à la réconciliation nationale, mais également à la préservation de la paix et à la cohésion sociale. Dans la pénombre de cette salle de la cité universitaire de Cocody, les étudiants ont les yeux rivés vers l'écran. Ils suivent religieusement le film Le Dernier Sorcier du producteur Charles Kouakou. Dans cette œuvre, l'auteur revient sur les événements malheureux de 2010-2011 où les manœuvres des hommes politiques à cette époque ont fait payer un lourd tribut à la jeunesse ivoirienne. Pour éviter un nouveau chaos, Charles Kouakou veut, via ce film, sensibiliser la jeunesse ivoirienne à tourner le dos aux actes de violence et de privilégier les actions de paix, gage de développement et d'épanouissement pour elle. Cette jeunesse-là, c'est elle qui bâtira la Côte d'Ivoire de demain. Malheureusement, cette jeunesse est plutôt utilisée par les politiques pour des intérêts pas toujours, du pays. Et donc, nous avons traversé la grave crise des élections de 2020 et à l'issue de cette crise-là, nous avons compris que les jeunes gens ont perdu la vie, d'autres sont en prison. Il était donc bon de venir ici avec la FESI en partenariat, projeter le film Le Dernier Sorcier qui invite la jeunesse à se prendre en charge, à être plus responsable. À cette initiative s'est associée la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Pour le mouvement estudiantin, les jeunes et surtout les étudiants ont compris aujourd'hui la nécessité de vivre dans un climat de paix. Et le film Le Dernier Sorcier œuvre dans ce sens. Le film ne fait que faire le constat amer de la réalité ivoirienne. Et donc à travers ces films, on constate que c'est de la Côte d'Ivoire qu'on parle. Et nous pensons que malheureusement, la jeunesse est beaucoup laissée manipuler. Venir aujourd'hui projeter auprès de la jeunesse estudiantine à l'université, l'univers du savoir, là où se retrouvent toutes les sensibilités politiques, ethniques et religieuses de notre pays, est encouragé. Des leaders de jeunesse de partis politiques aux premières loges ont participé à cette séance de projection. Ils encouragent l'initiative et appellent les jeunes à prendre une part active dans les actions de préservation de la paix en Côte d'Ivoire. D'abord, je salue l'initiative de rassembler, n'est-ce pas, des leaders de jeunesse de toutes les obédiences politiques de Côte d'Ivoire pour, n'est-ce pas, assister à la projection de films qui non seulement sensibilisent et éveillent, n'est-ce pas, les consciences sur la nécessité de parler de paix. C'est un très bon film, du point de vue qualité, du point de vue mise en scène. Et le contenu nous appelle à la réconciliation. Tous les jeunes qui, soient politiques ou non, doivent à un moment donné, avant de faire leur choix, les faire sur des valeurs. Nous voulons, à travers cette production, engager les chefs religieux, engager nos chefs. Mais la jeunesse, vraiment c'est pour eux que nous avons réalisé, nous avons produit ce film. Le Dernier Sorcier du producteur Charles Kouakou est un court-métrage de 56 minutes que l'auteur prévoit de projeter dans les prochains jours à Yamoussoukro et Tiébissou, ainsi que dans d'autres villes du pays, pour contribuer à la sensibilisation des jeunes à la paix. C'était un reportage signé Emmanuel Bonzo et Doumbia Ayouba.
Rendons-nous à présent dans la sous-préfecture de Togo-Nyéré, c'est à Ferkessédougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Dans cette partie du pays, le football a encore montré qu'il est facteur de paix et de cohésion sociale. C'est en tout cas ce qui nous a été donné de voir à l'occasion de la compétition de football dénommée le tournoi de la cohésion sociale, doté du trophée Téné Birahima Ouattara. Le reportage est signé Ouattara Daouda. Il est commenté par Nadia Eounoud. Le tournoi s'est déroulé dans 42 villages de la sous-préfecture de Togo-Nyéré. 24 équipes ont pris part à la compétition. C'est le stade municipal de Togo-Nyéré qui a accueilli la finale du tournoi de la cohésion sociale doté du trophée Téné Birahima Ouattara. Ici, l'équipe Lameka en blanc et celle de Kumbala en rouge-jaune se sont expliquées. C'est finalement l'équipe de Kumbala qui remporte la victoire au but, au grand bonheur des supporters. Kumbala, vous restez à leur place, s'il vous plaît. Fait marquant, la présence massive des élus et cadres du canton Palaka. Le football a encore montré qu'il est facteur de cohésion sociale et de paix. C'est en tout cas ce qu'il a été donné de voir lors de cette compétition dénommée Tournoi de la cohésion sociale, doté du trophée Téné Birahima Ouattara. Il fallait, à notre tour, nous mettre ensemble, montrer à tout le monde que le canton Palaka est uni. C'est pourquoi ce tournoi, nous l'avons dénommé le tournoi de la cohésion sociale. Diomondé Abdoulaye Karim, député de Kong, représentant le ministre Téné Birahima Ouattara, a au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, président du conseil régional du Tchologo, félicité et encouragé les initiateurs avant de témoigner la disponibilité du ministre pour les éditions futures. Monsieur le ministre, en acceptant d'associer ce nom à ce projet, pensez à une seule chose, la cohésion. La cohésion est le préalable de tout. La cohésion est le préalable du développement. Les gens ont compris qu'il fallait se mettre dans la main pour pouvoir réussir ce pari. Et vous avez vu, les images et les gestes ont démontré à tout le monde que c'est ça le plus important. Les organisateurs ont offert une enveloppe, un jeu de maillot, un ballon et un trophée aux équipes participantes. Toutes sont quand même reparties chacune avec un trophée. 3 accords ont été signés entre la Turquie et l'Éthiopie. Ces partenariats concernent les domaines de l'eau, l'assistance financière et la coopération financière militaire. Au total, la Turquie a annoncé vouloir investir environ 2,5 milliards d'euros dans le pays du Négus. La signature de ces accords intervient dans un contexte de crise en Éthiopie. Nous terminons en Angola. Le pays continue d'investir massivement dans son secteur énergétique. Après avoir doublé sa puissance électrique depuis 2015, le pays s'attelle à acheminer cette production vers le plus grand nombre possible en investissant dans les lignes de transport et la distribution. Le gouvernement angolais prévoit d'investir environ 600 millions de dollars pour renforcer et améliorer la qualité de l'électricité dans la région sud du pays d'ici 2022. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.